Bonjour à tous. Donc, je suis Stéphane Birclay, je suis professeur, je ne sais pas si vous m'entendez, oui, d'immunologie à la faculté de pharmacie, et mon activité de recherche, je la fais donc dans centre de recherche en cancérologie et immunologie de Nantes-Angers, où je m'intéresse au cancer de la jeune enfance, du système nerveux central et du système nerveux périphérique. Et dans cette thématique, nous avons un projet donc, de développement de lymphocytes T-CAR pour proposer des innovations thérapeutiques pour ces cancers. Donc merci pour les organisateurs de m'avoir invité pour cette introduction. Donc pour commencer, alors ça ne marche pas. Voilà. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous présenter cette technologie en reprenant le cours historique. Cette thérapie a surtout été développée dans le cadre des leucémies aiguës lymphoblastiques. D'abord, je vais vous présenter qu'est-ce que c'est que cette technologie, ensuite le procédé de fabrication, la prise en charge des patients, puisque associé à ce type de thérapie, il y a beaucoup d'effets secondaires sérieux qui peuvent mettre en jeu le pronostic vital de ces patients, les résultats cliniques obtenus jusqu'ici, et puis dans une dernière partie, donc les challenges actuels et les perspectives, notamment dans le cadre des tumeurs solides. Alors, l'immunothérapie qui repose sur l'administration de cellules T-CAR, ça correspond un peu, on va dire, à une forme d'immunothérapie ultime, puisque vous allez le voir, consiste à apporter aux patients un système immunitaire fonctionnel, donc qui va être capable de détruire les cellules tumorales. Et si on reprend donc l'histoire, le concept d'utiliser les cellules du système immunitaire du patient, ça débute dans les années 1970, où à l'époque ici, donc on a réalisé les premières greffes de cellules souches hématopoïétiques dans un contexte allogénique qui permettait donc d'obtenir un effet bénéfique contre les cellules de leucémie via un effet qu'on appelle graft versus leukémie. Toutefois, ici, dans cette approche, on a des problèmes de spécificité, puisque une des complications de cette thérapie ici, c'est la maladie du greffon contre l'hôte, qui est une complication importante dans ce cas-là. Pour entendre parler de ciblage spécifique, il faut attendre ici les années 2000, avec l'arrivée sur le marché donc, du premier anticorps thérapeutique qui cible donc le CD20 dans le cas du lymphome non-Hodgkinien, qui est le rituximab. Et vous voyez qu'ici on parle c'est la première fois donc on peut parler de quelque chose de spécifique, on parle d'anticorps anti-CD20. Alors ces anticorps ici détruisent des cellules de lymphome en recrutant des cellules du système immunitaire. Toutefois, dans le contexte de certains cancers, ce recrutement n'est pas optimal. Ce qui est un peu la limite ici de l'utilisation de ces anticorps thérapeutiques. Autre innovation, donc c'est à partir de 2015, c'est la mise sur le marché d'un anticorps bispécifique, le blinatumomab, dont ici, donc c'est un anticorps, donc le premier fragment FAB va reconnaître un antigène situé sur les cellules tumorales, le CD19, et l'autre bras FAB ici va reconnaître le CD3, le corécepteur de lymphocyte T, et donc cet anticorps est capable de faire le pont entre la cellule tumorale et une cellule cytotoxique du système immunitaire. Quoi qu'il en soit, on a toujours le problème ici de recrutement de ces cellules sur le site tumoral. Et donc c'est ça l'innovation suivante, c'était donc de transformer les cellules T ici pour qu'elles expriment directement un récepteur qu'on appelle récepteur chimérique à l'antigène qui reconnaît directement les cellules du système immunitaire. Alors comment sont obtenus ces récepteurs chimériques? Donc ici, sur la partie gauche, vous avez ici la reconnaissance T d'un peptide antigénique qui est présenté par les molécules HLA, par le TCR. Associé à cette reconnaissance spécifique, la cellule T, pour être correctement activée, a besoin de signal de co-stimulation qui passe par CD28 ou 4,1-BB.
qui permettent ici donc de soutenir la prolifération des cellules T et de les rendre plus efficaces en termes de cytotoxicité, si on parle d'un lymphocyte T CD8. Donc pour rediriger la spécificité de cette cellule T ici, on part d'un anticorps qui reconnaît un antigène tumoral. Donc on récupère ici les régions variables que l'on va faire exprimer sous la forme d'un anticorps simple chaîne, SCFV. Donc ensuite qui est associé à une région charnière, une région transmembranaire, et dans la partie intracytoplasmique ici, on va associer des domaines de signalisation. Donc historiquement, le premier domaine qui a été utilisé, c'est le domaine de signalisation qui est inclus dans la chaîne zeta du corécepteur CD3. Donc les premiers cas qui ont été utilisés en clinique sur ce format-là ont montré des problèmes de persistance. Donc les essais cliniques n'étaient pas très, enfin les résultats en termes d'efficacité n'étaient pas très favorables, notamment ici dû à un manque de persistance donc de ces cas chez les patients. C'est pour ça qu'on est passé à une deuxième génération, où cette fois-ci on a associé un deuxième module de signalisation, donc en fonction des équipes, donc c'est soit CD28, soit 4.1BB, donc là on parle de quart de seconde génération. Et puis ensuite on est passé au quart de troisième génération, où là on associe le module de signalisation de CD28, 4.1BB et Zeta. Donc le fait de pouvoir rajouter ici un domaine supplémentaire, ça a permis ici donc, à ces cellules donc, de persister chez les patients, et la persistance in vivo de ces cellules donc modifiées est corrélée ici en termes d'efficacité clinique. Alors pour faire exprimer ces récepteurs CAR, on passe par la thérapie génique à l'aide de vecteurs viraux. On va ici prélever les cellules du patient, les transduire avec un vecteur viraux, donc de type lentivirus ou gamma-rétrovirus. Les cellules qui expriment le récepteur CAR ensuite vont être administrées au patient. Et donc chez le patient, elles vont pouvoir donc reconnaître les cellules, donc ici c'est le cas des cellules leucémiques qui expriment l'antigène CD19 directement, indépendamment ici donc du complexe donc de HLA. Comme on parle d'un anticorps ici, c'est beaucoup plus affin que par rapport à l'affinité du TCR pour le complexe CMH peptide. Et donc, une fois que la cellule est reconnue, la cellule tumorale est reconnue, le lymphocyte va être activé et donc va pouvoir donc détruire la cellule tumorale. Voilà. Donc, on sait qu'il y a des marqueurs qui sont associés à l'efficacité clinique. Premièrement, donc, ces cellules doivent proliférer chez le patient. Lorsqu'elles prolifèrent, ça corrèle ici avec la réponse clinique, et elles doivent également persister sur le long terme pour pouvoir assurer ici donc éviter les rechutes. Alors pour l'instant, le délai moyen de persistance n'est pas encore reconnu. Alors comme je vous le disais, parmi les médicaments qui disposent d'une AMM, actuellement vous en avez deux. Donc c'est le Kymriah qui est commercialisé par Novartis, donc qui s'appelle le Tisangenlecleucel, et le Yescarta, qui est commercialisé ici par Kite Pharma et Gilead. Ici je vous ai mis le coût du traitement par patient. Vous voyez que c'est des thérapies qui coûtent extrêmement cher, 475 000 $ pour le Kymriah et 350 000 $ pour le Yescarta. Ce sont deux thérapies à base de lymphocytes T-CAR autologues. On est obligé de passer par de rester dans le contexte autologue, puisque ces lymphocytes conservent le TCR, et en cas donc, de lymphocytes d'origine allogénique, il y a toujours un risque ici de GVH. Donc c'est pour ça pour l'instant on reste dans le contexte autologue. Donc ce sont des lymphocytes T-CAR qui expriment un récepteur dirigé contre le CD19,
qui est exprimé donc, sur des différents cancers donc hématologiques, notamment les leucémies aiguës lymphoblastiques de type B et donc les lymphomes ici à large cellule de type B. Donc historiquement, les CAR ont été développés d'abord pour traiter des cancers solides, première génération de CAR. Comme je vous l'ai indiqué, ça ne fonctionnait pas très bien. Il y avait des problèmes de sélection d'antigènes, de persistance des CAR. Et à partir du moment où on s'est intéressé au cancer hématologique, avec les leucémies aiguës lymphoblastiques, c'est là où donc, on a obtenu les premiers essais cliniques spectaculaires. Donc pour vous passer dans le contexte, donc ça c'est la courbe de survie de patients atteints donc, de leucémie aiguë lymphoblastique en rechute, qui est réfractaire au traitement classique, la chimiothérapie. Et vous voyez que ici, le taux de survie est catastrophique. Donc c'était vraiment ici donc, de développer de nouveaux traitements pour ici donc prendre en charge ces patients. Donc le point important ici, c'était la sélection d'un antigène qui soit exprimé uniformément, de façon stable. Et parmi donc, les antigènes candidats, il a été retenu ici le CD19, qui, vous voyez, qui est exprimé à différents stages de développement des lymphocytes B, qui permet donc également ici, en théorie, donc, d'aller cibler plusieurs cancers hématologiques. Voilà. Et autre point important, c'est de disposer d'un anticorps qui présente donc une spécificité, une affinité correcte pour développer ce type d'approche. Alors il existe d'autres antigènes, comme par exemple le CD20. Donc pour fabriquer ces lymphocytes TCAR, on introduit un gène qui code pour le récepteur chimérique. Actuellement, la meilleure façon de faire exprimer un récepteur chimérique de façon stable sur le long terme sur les cellules T, c'est l'utilisation de vecteurs viraux. Donc on utilise soit des lentivirus, soit des gamma-rétrovirus. Donc cette thérapie qui associe l'immunothérapie, la thérapie cellulaire, également la thérapie génique, c'est avant tout, d'un point de vue réglementaire, considéré comme une thérapie génique. Ça fait partie des médicaments de thérapie innovantes, mais d'un point de vue réglementaire, c'est avant tout ici la thérapie génique. Et effectivement, il faut disposer ici d'un système de production de ces vecteurs robustes, qui permet donc de produire ces vecteurs pour pouvoir transduire les cellules du patient. Donc les cellules du patient sont prélevées. On a un tri qui s'effectue avec des billes magnétiques pour récupérer les cellules T. Ensuite, ces cellules sont activées avec un système également de billes, donc CD3, CD28. Elles sont transduites. Ensuite, elles sont amplifiées. Il y a différents contrôles de qualité qui sont réalisés. Et puis ensuite, donc, elles sont congelées et au moment de la réadministration, elles sont décongelées pour être donc administrées au patient. Donc ici, il faut partir, donc un des points importants, c'est de pouvoir disposer de suffisamment de cellules, ce qui implique ici déjà un screening des patients, pour que le patient puisse donner suffisamment de cellules. Ce sont des patients qui, pour certains d'entre eux, ont déjà reçu plusieurs lits de traitement de chimiothérapie. Et puis ensuite, donc, il faut que ces cellules puissent proliférer pour obtenir donc, ces lymphocytes T4. Donc c'est un des problèmes actuellement, c'est que on n'y arrive pas pour tous les patients. Quand on y arrive, quand ça fonctionne bien, donc on peut produire ces lymphocytes T4 en l'espace de 17 jours. Donc ce schéma-là, en fait, ça représente 10 ans d'efforts de recherche et développement pour arriver à un procédé de fabrication qui soit robuste. Une des grandes innovations ici, c'est de pouvoir activer ces cellules sans utiliser des cellules feeder qui passent par des billes. Et donc vous voyez, ça permet l'expansion de ces cellules, de conserver le répertoire,
de conserver les cellules mémoire, et puis il n'y a pas de phénomène de sénescence, hein, puisque le procédé de fabrication ici induit l'expression de la télomérase. Quoi qu'il en soit, hein, vous voyez que ce sont des produits qui sont assez variables d'un patient à un autre, hein, en termes donc de pourcentage de cellules CAR, mais également en termes de pourcentage de différentes populations de cellules T. Donc voici en gros comment sont pris en charge ces patients, hein. Donc il y a premièrement une sélection des candidats. Il faut que le candidat soit dans un état de santé relativement bonne santé, hein, pour pouvoir obtenir suffisamment de cellules. Les cellules sont ensuite transformées, transduites, hein, amplifiées, avant d'être réadministrées donc, aux patients. Avant d'être réadministrées, on fait une chimiothérapie lymphodéplétive qui facilite donc la greffe, hein, des lymphocytes T-CAR. Et ensuite, donc, il y a un suivi des patients, hein, pour surveiller l'apparition des effets toxiques à court terme, hein, mais aussi à moyen et long terme. En termes donc, de résultats cliniques, hein, c'est vraiment, si vous vous souvenez donc, de la courbe de survie que je vous ai indiquée il y a quelques instants, hein, vous voyez ici, on arrive vraiment à des résultats spectaculaires, hein, en termes de réponse complète, hein, dans les premiers essais cliniques, hein, on arrivait de 70 à 90%, donc de réponse complète, pour un taux de survie, hein, à un an, hein, de 60 à 80%, hein, contrairement ici donc aux 10-30%, hein, donc des patients qui étaient traités sur chimiothérapie. Donc la patiente qui est la plus connue, hein, c'est Emily Whitehead, hein, qui, vous voyez, était l'une des premières patientes qui a intégré un essai clinique. Et là, elle vient de fêter son 6e anniversaire, hein, après son immunothérapie TCAR, hein, et elle est toujours en parfaite santé. Donc ce qui associé donc à une réponse clinique, hein, c'est vraiment l'expansion de ces cellules in vivo et leur persistance, hein, minimum au bout de 3 ans. Si on compare ça donc, aux autres traitements, hein, les protocoles de chimiothérapie ont également, se sont améliorés, hein, et également l'anticorps bispécifique. Hein. Vous voyez que cette thérapie TCAR, hein, induit quand même une meilleure réponse. Hein. Donc ici, ce sont des résultats, hein, d'essais cliniques. Vous voyez que pour la chimiothérapie, on a une médiane de survie de 3 mois, 9 mois dans le meilleur des cas, et pour le blinatumomab, hein, on arrive à 7,7 mois. Au niveau donc des effets adverses, donc cette thérapie est associée à de nombreux effets adverses. Les principaux, c'est vraiment ici le syndrome donc, de relargage de cytokines, en anglais on appelle CRS. Vous avez également des problèmes de toxicité nerveuse qui ont été rapportés. Et puis, comme on cible le CD19, hein, qui est exprimé également sur le progéniteur B, on va avoir ici une aplasie B, hein, qui va donc nécessiter le traitement ici donc par des gamma-globulines, pour donc ici, hein, supplémenter le déficit en anticorps. D'autres effets secondaires ont été reportés en fonction de la nature du SCLV, notamment avec des séquences murines. Ces séquences murines peuvent être reconnues par le système immunitaire du patient, hein, qui peuvent être à l'origine ici donc, de problèmes allergiques. Et puis enfin, l'utilisation de vecteurs viraux, hein, dont on sait que la mutation n'est pas aléatoire, pose sur le long terme ici un problème donc, de risque de mutation donc, insertionnelle et donc de problèmes de transformation tumorale, comme cela a été reporté, hein, historiquement dans les essais cliniques des déficits immunitaires primitifs. Pour les cytokine release syndrome, donc c'est relié ici à la masse tumorale, hein, donc ça entraîne des symptômes, hein, c'est une fièvre, des douleurs musculaires. C'est un phénomène qui est réversible. Dans certains cas, ce sont des formes graves, hein, qui vont nécessiter ici la mission du patient
dans une unité de soins intensifs. Hein. Le mécanisme repose sur une activation des macrophages, hein, et notamment c'est associé ici avec une production importante donc, de cytokines comme l'interféron gamma ou l'IL-6. Et comme je vous le disais, hein, l'apparition de ce syndrome, hein, est corrélée ici donc, à la masse tumorale du patient. Pour la neurotoxicité, donc ça a été également vu avec l'anticorps bispécifique, le blinatumomab. D'un point de vue clinique, hein, c'est en train de la confusion, des délires, donc des problèmes pour trouver ces mots, également des crises d'épilepsie, associés également aussi à un œdème cérébral en fonction des cas. Le mécanisme fait encore débat, hein, il n'est pas encore connu. Et puis, comme je vous le disais ici, donc lymphopénie B. Pour la prise en charge donc, de ces effets adverses, donc on utilise ici un anticorps bloquant de l'IL-6 qui permet donc, de contrôler ces effets adverses, hein, auquel ici on peut ajouter ici donc une corticothérapie. Cette corticothérapie, hein, toutefois, ici, elle peut être délétère, hein, sur la persistance d'écart in vivo. Donc on va préférer ici donc l'utilisation d'anticorps qui ciblent ici donc qui bloquent ici donc l'IL-6. Ensuite, donc, vous avez des mécanismes d'échappement, hein, qui ont été décrits donc, pour montrer que les connaissances s'accumulent, hein, ça se complexifie un peu. Premièrement, il y a des patients qui ne répondent pas. Ça serait lié ici à la qualité des lymphocytes T-CAR produits, hein, qui ne prolifèrent pas in vivo. Ensuite, vous avez des patients qui rechutent. Les cellules tumorales expriment toujours l'antigène CD19. Donc là aussi, on pense que c'est lié à la qualité des lymphocytes T-CAR. Et puis, vous avez également des rechutes, hein, qui sont liées ici à la sélection donc, de cellules leucémiques négatives, hein, qui n'expriment plus l'antigène. Et donc ça concerne ici, hein, ça concerne 2 tiers donc, des rechutes. Hein. Comme vous le voyez ici, hein, après traitement, ici, vous avez un patient qui rechute, hein, et donc les cellules leucémiques qui n'expriment plus le CD19. Alors parmi les mécanismes de rechute, vous en avez différents, hein, qui ont été décrits. Et pour montrer que pour l'instant on ne sait pas grand chose, hein, que c'est vraiment quelque chose qui débute, donc un des premiers mécanismes ici, hein, c'est la sélection de cellules tumorales qui expriment un variant de CD19 dans lequel donc, il n'y a plus l'épitope qui est reconnu par le récepteur CAR. Dans certaines formes de leucémie, vous avez ici donc, des translocations au niveau du génome, hein, qui induisent la perte de l'expression de CD19. Autre mécanisme ici, c'est la perte de l'expression d'une protéine qui est associée au transport du CD19 vers la membrane. Et puis enfin, donc, un dernier mécanisme, hein, qui vient juste d'être mis en évidence ici, qui vous montre comment le système peut être compliqué. C'est l'induction d'une résistance ici, parce que au cours du procès de fabrication, vous avez une cellule leucémique, hein, qui a été transduite avec le récepteur K. Donc elle exprime le récepteur K et elle masque ici l'épitope CD19, hein, au lymphocyte T-CAR. Voilà. Donc je vais vous montrer, hein, que pour l'instant, en fait, il y a encore beaucoup de choses, hein, à découvrir sur cette technologie. Donc quoi qu'il en soit, hein, donc, au vu donc, de ces résultats cliniques, hein, dans le cas des leucémies, l'intérêt donc, pour ce mode de thérapie, hein, s'accélère. Donc vous voyez ici, c'est le nombre d'essais cliniques en cours, une croissance exponentielle. Le plus grand nombre d'essais cliniques se fait aux États-Unis et en Chine. Vous voyez qu'en Europe, paradoxalement, il n'y a que 14 essais cliniques. Hein. Vous avez ici donc, le détail pour les différents pays. C'est d'autant plus étonnant parce qu'en Europe, hein, on a plus de médicaments de thérapie génique qui sont sur le marché. Donc au niveau donc, des challenges, hein, c'est l'identification de cibles antigéniques qui permettent donc d'éviter les rechutes. L'utilisation donc, de différents types cellulaires qui permettraient donc, de produire ces lymphocytes beaucoup moins chers.
d'introduire par ingénierie dans l'architecture des cars des sécurités pour éviter les effets adverses, et puis également aussi donc d'épandre cette technologie sur le traitement des thérapies, le traitement des cancers solides. Est-ce que j'ai encore le temps D'accord, ok, bon, je vais peut-être m'arrêter là. Voilà. Pardon. Voilà, donc en conclusion, c'était vraiment ici donc ces cars qui vraiment offrent ici donc une option pour traiter des cancers donc qu'on ne peut pas traiter par des médicaments classiques à un prix extrêmement élevé. Et parmi les challenges, c'est donc de pouvoir produire de façon moins chère, donc de contrôler les effets toxiques et de pouvoir adapter cette technologie aux lymphocytes T-CAR. Et un point important, c'est vraiment ici la place de la recherche académique, étant donné que les grandes sociétés pharmaceutiques se lancent dans l'aventure avec des budgets qui n'ont rien à voir avec les budgets académiques. Je vous remercie de votre attention.